Bonjour à tous, je tiens surtout à vous préciser avant de commencer ce livre audio qu'il existe une version avec musique et sans musique. Alors en fonction de vos préférences, vous retrouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à changer de version. Bonne écoute à vous. On se retrouve pour la suite du traité des 5 roues de Musashi Miyamoto, présenté par Les légendes du chat. Chapitre 3. Eau. L'esprit de la tactique de notre école, Niten, se base sur la philosophie de l'eau d'où l'on tire les moyens les plus efficaces. C'est pourquoi j'appellerai ce chapitre Eau, car j'y exprime le maniement du sabre selon notre école. Il est difficile d'exprimer en détail cette voie comme je le voudrais. Bien que les mots soient insuffisants, l'essentiel ressortira de lui-même. Sur tout ce que j'écris dans ce livre, il faut s'arrêter à chaque mot, chaque lettre, afin de bien réfléchir. Si les lecteurs survolent, alors ils s'éloigneront de la voie. Même si la théorie de la tactique que j'expose s'applique à 2 adversaires, il est très important de la considérer également dans son sens le plus large, c'est-à-dire en tant que théorie pouvant s'appliquer à 10 000 individus face à 10 000 autres. Toutes les erreurs de jugement et tous les égarements sur cette voie, si minimes soient-ils, font irrémédiablement tomber sur un mauvais chemin. La simple lecture de ce livre ne saurait faire parvenir à la voie de la tactique. Il faut éviter d'en considérer le contenu comme un simple recueil de mots. Au contraire, il faut essayer d'adapter tout ce qui est dit à notre propre corps. Découvrez de vous-même ces théories en évitant l'imitation et le plagiat. Sans cesse, réfléchissez selon votre corps. Première partie, position de l'esprit au milieu de cette tactique. Dans la voie de la tactique, l'esprit doit avoir la même position que dans la vie quotidienne. Dans la vie courante ou au moment d'appliquer la tactique, rien ne doit changer. Conservez un esprit vaste, droit, sans trop de tension ni aucun relâchement. Évitez qu'il soit unilatéral, maintenez-le au juste milieu, faites-le agir tranquillement, de façon à ce que cette agitation ne s'arrête même un seul instant. Réfléchissez bien à tout cela. Même si le corps est en position tranquille, l'esprit, lui, ne doit pas demeurer tranquille. Même si le corps agit très rapidement, l'esprit, quant à lui, ne doit pas du tout agir rapidement. L'esprit ne suit pas le corps et le corps ne suit pas l'esprit. Prêtez attention à l'esprit, mais ne prêtez pas attention au corps. N'ayez pas l'esprit étroit, mais ne débordez pas d'esprit. Même si la surface de l'esprit est faible, le fond de l'esprit doit être fort. Rendez votre esprit indécelable par les autres. Tous ceux qui possèdent un corps petit doivent avoir en esprit tout ce qui se passe dans un grand corps. Tous ceux qui possèdent un corps grand doivent avoir en esprit tout ce qui se passe dans un corps petit. Qu'il s'agisse d'un corps grand ou d'un corps petit, on doit posséder un esprit droit. Et il est important de conserver un esprit dégagé de tout sentiment de faiblesse vis-à-vis de soi-même. Il faut maintenir sans tache et large notre esprit, en même temps que maintenir vaste notre sagesse. Il est essentiel de polir assidûment la sagesse et l'esprit. Pourvu que l'on polisse la sagesse, que l'on sache discerner les avantages et inconvénients du monde, que l'on connaisse le bon et le mauvais côté des choses, que l'on pénètre tous les arts ou toutes les voies, que l'on ne puisse plus être trompé par aucun, alors notre esprit est apte à aborder la sagesse de la tactique. Quant à la sagesse de la tactique, en duel ou en bataille, elle est très différente des autres. Même au plus fort de la mêlée d'une bataille, il faut rechercher les vérités de la tactique et bien réfléchir afin d'atteindre l'esprit immobile. Deuxième partie, position du corps au milieu de la tactique. La tête ne doit être ni inclinée en avant, ni rejetée en arrière, ni penchée sur le côté. Les yeux ne doivent pas errer de ci, de là, ne pas plisser le front, mais froncer les sourcils. Évitez les mouvements de pupilles et les battements de paupières. Clignez un peu des yeux. Gardez un visage décontracté, le nez non tiré. Redressez un peu le menton. Pour la nuque, elle doit être droite et il faut y concentrer sa force, qui doit également être répartie des épaules à la totalité du corps.
Épaules dégagées, maintenir toujours droite la colonne vertébrale. Le bas des reins ne doit pas être proéminent. Mettre de la force dans les genoux et la pointe des orteils. Tendre le ventre afin de ne pas avoir les reins courbés. Fixer la clavette, c'est-à-dire bien appuyer le ventre sur la gaine du petit sabre afin de ne pas donner de lest à votre ceinture. En bref, dans l'attitude que l'on doit avoir dans la tactique, l'essentiel est que le comportement quotidien devienne comportement de la tactique et que le comportement de la tactique devienne comportement quotidien. Réfléchissez-y bien. Au sujet de la position des yeux dans la tactique. La position doit permettre de voir largement et vastement. Entre voir et regarder, voir est plus important que regarder. L'essentiel dans la tactique est de voir ce qui est éloigné comme si c'était proche, et de voir ce qui est proche comme si c'était éloigné. L'important dans la tactique est de connaître le sabre de l'adversaire, mais de ne pas regarder du tout ce sabre adverse. Méditez bien là-dessus. Cette position des yeux convient aussi bien dans la tactique du simple duel que dans une bataille. Le premier point est de savoir regarder de côté sans bouger les pupilles. Toutes ces positions ne peuvent être acquises d'un seul coup dans les moments d'urgence. Donc ayez bien en tête tout ce que j'ai écrit jusqu'ici. Gardez bien cette position des yeux dans la vie quotidienne et en toute occasion, ne modifiez pas la position de vos yeux. Réfléchissez bien à tout cela. La façon de tenir un sabre. Pour tenir un sabre en main, il faut que pouce index soit consciemment souple. Le majeur ne doit être ni crispé ni relâché. L'annulaire et l'auriculaire doivent être consciemment serrés. Il n'est pas bon que l'intérieur des mains soit lâche. Tenez votre sabre en pensant toujours qu'il doit couper votre adversaire. Au moment où vous êtes en train de pourfendre votre adversaire, ne modifiez jamais l'intérieur de vos mains et maintenez votre sabre de telle façon qu'elle ne soit pas figée. Même si vous cinglez le sabre de votre adversaire ou bien interceptez sur le vôtre ou bien l'emprisonnez à l'aide du vôtre, ne modifiez que votre pouce et votre index selon votre volonté. Avant tout, ne manipulez le sabre qu'avec la ferme intention de pourfendre votre adversaire. Qu'il s'agisse d'un exercice sur un condamné à la peine capitale ou d'un combat réel, la position de vos mains est la même pour pourfendre un homme. En bref, pour un sabre ou une main, le plus mauvais est de demeurer figé. La position figée correspond à une main morte. Ne jamais demeurer figé correspond à une main vivante. Il faut bien comprendre tout cela. Les mouvements des pieds. Position des pieds. Les pointes doivent être légèrement libres, alors que les talons sont fortement appuyés au sol. Mouvement des pieds. Bien qu'il y ait de grands pas ou de petits pas, des pas lents ou rapides, selon les cas, il faut toujours être comme en marche normale. Les 3 plus mauvais mouvements sont jambes toujours en l'air, jambes molles et pieds fixes. Dans cette voie, les jambes yin et yang signifient ne pas actionner un seul des 2 pieds. Que ce soit au moment de pourfendre, au moment de se reculer, même au moment d'intercepter, les 2 jambes doivent être actives. Droite-gauche, c'est-à-dire yin et yang. J'insiste encore une fois sur le fait qu'il ne faut jamais actionner qu'une seule jambe. Réfléchissez-y bien. À propos des 5 façons de se mettre en garde. Il y a 5 façons de se mettre en garde. Sabre au-dessus de la tête, sabre dirigé en face de soi, pointe du sabre dirigée vers le bas, sabre dirigé vers la droite, sabre dirigé vers le côté gauche. Bien que l'on ait divisé la façon de se mettre en garde en ces 5 parties, toutes ont un même but, pourfendre l'adversaire. Il n'y a aucune autre façon de se mettre en garde que ces 5-là. Que vous soyez dans n'importe laquelle de ces 5 positions, ne pensez jamais que cela est pour vous mettre en garde, mais que c'est uniquement pour pourfendre. Il y a 2 sortes de mise en garde, grande
et petite. Choisissez la plus avantageuse selon les circonstances. Les 3 premières des 5 positions citées ci-dessus, au-dessus de la tête, en face de soi et vers le bas, sont des mises en garde substantielles. Les 2 dernières, de chaque côté, sont des jeux. Ces 2 dernières mises en garde, à droite et à gauche, sont adaptées au cas où il n'y aurait aucun espace au-dessus de notre tête, ou bien lorsque nous ne disposons d'aucun espace sur l'un des 2 côtés. Il n'y a qu'à s'adapter aux circonstances. Mise en garde à droite ou à gauche. L'essentiel de cette voie réside dans la mise en garde. Sabre dirigé en face de soi. Cette mise en garde, sabre dirigé en face de soi, est le fond de toute mise en garde. Si vous étendez ce principe à la tactique de masse ou aux batailles, alors cette mise en garde sabre dirigé en face de soi correspondra à la position d'un général en chef. À la suite de ce général en chef, il y a 4 autres mises en garde. Réfléchissez-y bien. À propos de la voie du sabre. Connaître la voie du sabre signifie que si l'on connaît bien la trajectoire, même si l'on manie seulement de 2 doigts le sabre que l'on a l'habitude de porter, on est capable de le manier avec grande aisance. C'est en voulant sabrer rapidement que l'on modifie sa trajectoire et que naissent les difficultés de maniement. Il est de beaucoup préférable de sabrer avec calme afin que ce maniement soit plus aisé. C'est en voulant manier rapidement le sabre, comme s'il était un éventail ou un couteau, que l'on contrarie sa trajectoire et que son maniement devient difficile. Ce mauvais maniement s'appelle hacher au couteau, et il est impossible de pourfendre de cette façon qui que ce soit avec un sabre. Une fois un coup porté de haut en bas, il est préférable de relever le sabre selon la trajectoire la plus aisée pour ce relèvement. Si l'on porte un coup horizontal, il vaut mieux revenir à l'horizontale. Ainsi, l'on peut revenir à une trajectoire correcte. Dans tous les cas, allongez bien le coude et mettez de la force dans votre maniement. C'est là la voie du sabre. Si vous apprenez bien les 5 figures de maniement selon notre tactique, la trajectoire de votre sabre sera fixée et votre maniement deviendra aisé. Exercez-vous bien. Le contenu des 5 figures. Figure numéro 1. La première figure correspond à la mise en garde, sabre dirigé en face de soi. La pointe de votre sabre doit être dirigée sur le visage de votre adversaire. Lorsque son sabre vous attaque, passez le vôtre sur la droite, puis au-dessus du sien. Alors que votre adversaire vous attaque une seconde fois, répliquez de la pointe de votre sabre, puis maintenez le point en bas et à l'attaque suivante, relevez vivement votre sabre afin de gifler les mains de votre adversaire. Voilà la première figure. Or, ma description des 5 figures est insuffisante à une bonne compréhension. Pour bien comprendre ces 5 figures, il faut en même temps se saisir d'un sabre et rechercher la voie du sabre en pratiquant. En s'exerçant selon ces 5 formes, on peut connaître la trajectoire de son propre sabre. Et, de plus, on peut parvenir à deviner comme il faut la trajectoire attaquante du sabre adverse. Ainsi, on comprend qu'il n'y a aucune autre mise en garde possible pour notre école des 2 sabres, en dehors des 5 que j'ai cités. Exercez-vous bien. Figure numéro 2. La deuxième figure consiste à garder votre sabre au-dessus de la tête. Au moment de l'attaque adverse, abaissez brusquement le sabre sur l'adversaire. Si vous ne l'avez pas atteint, maintenez votre sabre dans la position dans laquelle il se trouve et au moment de la seconde attaque, relevez-le brusquement. Il en va de même pour l'attaque qui suivra. Dans cette deuxième figure, il y a plusieurs nuances et des rythmes divers. Mais si l'on s'exerce suffisamment selon cette deuxième figure, on sera capable de connaître en détail les 5 voies du sabre. Ainsi, on obtiendra la victoire d'une façon ou d'une autre. Étudie bien tout cela. Figure numéro 4.
Gardez le sabre sur le côté gauche et frappez les mains de votre adversaire de bas en haut, tandis qu'il s'apprête à vous frapper lui-même. Il va tenter de faire tomber votre sabre qui s'apprête à le cingler. Alors, tout en visant à frapper ses mains, interceptez la trajectoire de son sabre en le pourfendant obliquement en remontant jusqu'à votre épaule. C'est là la trajectoire d'un sabre, selon cette figure 4, qui est aussi un moyen d'obtenir la victoire en interceptant la trajectoire du sabre de l'adversaire au moment où il vous attaque. Étudiez bien cela. Figure numéro 5. La 5e figure correspond à la mise en garde sabre dirigé vers la droite. Ripostant à une attaque de votre adversaire, relevez obliquement votre sabre du côté droit jusqu'au-dessus de votre tête et, depuis le dessus de votre tête, pourfendez tout droit. Cette façon de faire est aussi nécessaire à la bonne compréhension de la trajectoire du sabre. Si l'on s'accoutume bien à ce maniement du sabre, alors on devient capable de bien manier même les sabres lourds. Je ne me perdrai pas dans les détails de ces 5 figures. Il faut qu'elles deviennent coutumières afin de bien connaître les divers maniements de sabre de notre école, d'apprendre les grandes lignes du rythme et de discerner la trajectoire du sabre adverse. Il faut s'habituer à ces façons de manier le sabre, même au cours de combat. En discernant les intentions de l'adversaire et en utilisant des rythmes variés, on obtiendra la victoire d'une façon ou d'une autre. Prendre garde sans prendre garde signifie, au sens le plus profond, qu'il n'y a pas de mise en garde pour un sabre. Cependant, si l'on divise en 5 positions la façon de se garder, on peut appeler cela une mise en garde. L'essentiel dans la position du sabre est qu'elle soit adaptée à pourfendre dans n'importe quelle direction que ce soit, car cela dépend de la condition de l'adversaire, du lieu, de l'ambiance. Lorsqu'on descend un peu le sabre que l'on tient au-dessus de la tête, c'est déjà le sabre dirigé en face de soi. Si l'on juge qu'il est plus avantageux de remonter un peu le sabre dirigé en face de soi, c'est déjà le sabre au-dessus de la tête. Si, selon les circonstances, on remonte un peu le sabre, la pointe dirigée vers le bas, c'est déjà le sabre dirigé en face de soi. Les positions à droite et à gauche, lorsqu'elles sont quelque peu modifiées vers le centre selon les situations, se transforment déjà en sabre dirigé en face de soi ou en sabre la pointe dirigée vers le bas. C'est ainsi que le principe prendre garde sans prendre garde fut établi. Une fois que l'on tient un sabre, le but à atteindre est de pourfendre l'adversaire de quelque façon que ce soit. Même si l'on intercepte, cingle, érafle, colle et cogne le sabre adverse qui s'apprête à nous pourfendre, tout est occasion à pourfendre l'adversaire. Sachez bien cela. Si vous pensez à intercepter, cingler, érafler, coller et cogner le sabre de votre adversaire, alors vous manquerez de le pourfendre. Il est important au contraire de penser que tout est moyen de pourfendre. Réfléchissez-y bien. La disposition des forces dans la tactique de masse, ou bataille, correspond à une mise en garde. Tout est moyen permettant d'atteindre la victoire dans les combats. Une position figée est mauvaise. Il faut bien y songer. Coup, selon un seul rythme pour pourfendre un adversaire. Parmi les rythmes utilisés pour pourfendre un adversaire, il y a le rythme unique, où les 2 adversaires sont exactement dans la même position pour s'atteindre. Sentant que notre adversaire n'a pas encore pris sa décision, sans mouvoir notre corps ni nos idées, pourfendons-le vite et directement. C'est en cela que consiste le rythme unique. Attaquez votre adversaire avant qu'il n'ait décidé dans sa tête de tirer son sabre, de le dégainer ou bien de vous frapper. C'est cela le rythme unique. Apprenez bien ce rythme et exercez-vous bien à frapper vite, selon un rythme rapide. Rythme secondaire des reins. Lorsque nous nous apprêtons à attaquer, l'adversaire se recule vite et reprend rapidement sa tension. Dans un tel cas, feignez d'attaquer. Alors, l'adversaire sera tout d'abord en tension, mais il se relâchera ensuite. À ce moment-là, il faut attaquer sans délai. C'est là le rythme secondaire des reins. Les lecteurs ne comprendront pas facilement ce que je viens d'écrire. Mais si quelqu'un leur explique en pratiquant, ils saisiront vite. Le coup sans pensée, sans aspect. Lorsque votre adversaire s'apprête à vous attaquer en même temps que vous vous y apprêtez vous-même, votre corps prend la forme attaquante et votre esprit prend également une forme attaquante. Et vos mains frappent fort,
tout naturellement en partant du vide et à une vitesse allant en accélérant. C'est le sans pensée, sans aspect et cela est très important. On rencontre très souvent ce coup. Il faut donc bien l'apprendre et s'y exercer. Le coup du cours d'eau. Lorsque deux adversaires sont de force égale et au cours d'un corps à corps, l'un d'eux cherchera à vite reculer, à vite se dégager, ou bien à vite se débarrasser du sabre adverse en le cinglant. Dans ce cas, il faut élargir corps et esprit, manier le sabre après le corps, lentement et comme le flux. Ainsi, pour fonder largement et avec force. Une fois que vous connaissez ce coup, vous connaissez un très bon coup. Seulement, le plus important dans ce cas est de bien savoir estimer la position et la force de l'adversaire. Éraflure au hasard. Lorsque vous vous apprêtez à attaquer votre adversaire, celui-ci essaie de passer à la contre-offensive et tente d'écarter votre sabre en le cinglant. Alors, frappez-le d'un seul coup, soit à la tête, soit aux mains, soit aux jambes, au hasard. Selon la trajectoire de votre sabre, frappez n'importe où. C'est là l'éraflure au hasard. Il faut bien apprendre ce coup, car on se trouve continuellement en présence de cette sorte d'attaque. Exercez-vous minutieusement à ce coup, afin de bien le comprendre. Éraflure rapide comme une étincelle. L'éraflure rapide comme une étincelle est au cas où les lames des deux sabres adverses sont entremêlées. Alors, donnez un coup fort sans relever votre sabre. Pour cela, il faut mettre de la force dans les jambes, le corps et les mains. Il faut porter un coup rapide grâce à la force ainsi répartie. On ne peut atteindre ce coup sans exercice assidu. Mais si on est bien forgé, alors on est capable d'asséner un coup fort. Coup de feuille d'érable. Ce coup de feuille d'érable consiste à faire tomber le sabre adverse et à reprendre notre position de mise en garde avec notre sabre. Tout d'abord, votre adversaire étant en garde face à vous, en train de penser à vous atteindre ou à vous cingler ou bien à se défendre, alors vous frappez fort son sabre, soit selon le coup sans pensée, sans aspect, soit selon l'éraflure rapide comme une étincelle. Puis, ne cessez de coller à son sabre la pointe du vôtre frappant vers le bas. Alors, le sabre de votre adversaire ne manquera pas de tomber. Si vous vous exercez bien à ce coup, il vous sera facile de faire tomber le sabre adverse. Exercez-vous bien. À propos du corps qui remplace le sabre. Le corps qui remplace le sabre pourrait être appelé aussi le sabre qui remplace le corps. En général, on dit que lorsque l'on porte un coup à l'adversaire, le corps et le sabre ne manœuvrent pas ensemble. Selon les formes d'attaque de l'adversaire, notre corps prend d'abord la forme attaquante. Ensuite, notre sabre porte son coup à l'ennemi, indépendamment de notre corps. Ou bien dans certains cas, notre corps ne bouge pas et seul notre sabre passe à l'attaque de l'adversaire. Mais dans les grandes occasions, c'est le corps qui attaque tout d'abord et le sabre suit. Réfléchissez-y bien et apprenez ces coups. Au sujet des coups et éraflures. Les coups sont une chose et les éraflures en sont une autre. Toutes les sortes de coups sont portés sciemment et avec certitude. Les éraflures ne sont que des touches. Même si les éraflures sont profondes au point que l'adversaire en meurt sur le coup, ce ne sont encore que des touches. Tandis que les coups sont portés sciemment. Réfléchissez-y bien. Érafler les mains ou les jambes de l'adversaire signifie les toucher d'abord, en vue de porter un coup plus fort ensuite. Donc, éraflure ne signifie que toucher. Si l'on s'exerce bien, on comprendra facilement la différence entre les deux. Méditez bien là-dessus. Position du singe de l'espèce aux mains courtes. La position du singe de l'espèce aux mains courtes signifie ne pas avancer les mains. Lorsque vous avancez votre corps vers votre adversaire, n'ayez jamais l'idée d'avancer vos mains et avant que votre adversaire n'ait eu le temps de vous porter un coup, rapprochez vite votre corps de lui. Si vous avez l'intention d'avancer les mains, alors votre corps restera sûrement en arrière. Plutôt, remuez vite votre corps tout entier. Si deux adversaires sont à portée de main, il est facile d'arriver au corps à corps. Réfléchissez-y bien. Position des corps adverses, comme s'ils étaient laqués ou collés. Laqués ou collés signifie que les corps des deux adversaires sont très rapprochés et ne se séparent plus. Lorsque nous approchons du corps de notre adversaire, collons-nous fort à lui par la tête, le tronc et les jambes. Bien qu'en général les gens approchent vite leur visage et leurs jambes, leur corps est sujet à demeurer en arrière. Il faut donc bien coller son corps à celui de l'adversaire et y adhérer de façon à ce qu'il n'y ait aucun espace.
Réfléchissez-y bien. Concours de taille. Lorsque vous approchez de votre adversaire, ne vous ratatinez en aucun cas, mais redressez-vous sur vos jambes, sur vos reins et redressez votre cou. Rapprochez-vous fort de lui et juxtaposez votre visage au sien. Puis, redressez-vous comme si vous vouliez gagner par votre hauteur à un concours de taille. Il est important de vous rapprocher fortement de votre adversaire de cette manière. Méditez bien là-dessus. Adhérez bien. Lorsque votre adversaire vous attaque et que vous aussi vous portez un coup de sabre qui l'intercepte, alors fixez votre sabre sur le sien auquel il doit adhérer et par le fait, rapprochez-vous bien. L'adhérence doit se faire avec l'intention de ne plus détacher votre sabre. Vous devez vous approcher de votre adversaire sans y mettre trop de force. Votre propre sabre doit être bien fixé au sien et y adhérer. Si vous vous approchez très calmement de votre adversaire, ce n'est pas mal du tout. L'adhérence est une chose et l'enchevêtrement en est une autre. L'adhérence est forte, tandis que l'enchevêtrement est faible. Il faut bien les distinguer. Foncez sur l'adversaire avec votre corps. Cela signifie foncer sur l'adversaire en s'approchant tout près de lui. Détournez un peu la tête, mettez votre épaule gauche de face et lancez-la dans la poitrine de votre adversaire. Pour vous élancer, il faut mettre le plus de force possible. Il faut bondir avec souplesse sur un rythme vivace. Si vous apprenez bien ce bond, il peut devenir tellement fort que votre adversaire sera projeté de 4 à 6 mètres. Ou bien, vous pourrez cogner tellement fort que votre adversaire en mourra sur le coup. Exercez-vous-y bien. 3 sortes d'interception. Les 3 sortes d'interception sont les suivantes. Premièrement, pour intercepter le sabre de votre adversaire qui vient vers vous au moment où vous voulez vous rapprocher de lui, il faut viser ses yeux comme si vous vouliez les piquer de la pointe de votre sabre. Puis, faire dévier sur la droite le sabre adverse. La seconde est appelée interception en fente. Interceptez, à l'aide d'une fente, le sabre adverse qui vient vers vous. Agissez comme si vous visiez l'œil droit de votre adversaire et comme si vous vouliez pincer son cou. Troisièmement, si au moment où votre adversaire vous attaque, vous vous approchez de lui avec un sabre court, ne cherchez pas à intercepter son sabre, mais approchez-vous de votre adversaire comme si vous vouliez fendre de votre main gauche son visage. Ce sont les 3 sortes d'interception. Dans tous les cas, il faut serrer le poing gauche avec lequel vous voudriez atteindre le visage de votre adversaire. Exercez-vous-y bien. Piquez le visage de l'adversaire. Lorsque votre sabre et celui de votre adversaire sont de même force et bloqués, dans leur enchevêtrement, il est important de toujours rechercher à piquer le visage de votre adversaire de la pointe de votre sabre. Si vous recherchez à piquer son visage, alors il jettera sa tête et son corps en arrière. Si vous parvenez à ce que votre adversaire rejette sa tête et son corps en arrière, alors vous aurez plusieurs occasions de parvenir à la victoire. Méditez bien là-dessus. Au cours du combat, si votre adversaire est sujet à rejeter son corps en arrière, la victoire sera déjà à vous. Ainsi, n'oubliez pas de rechercher à piquer son visage. Exercez-vous bien selon ces moyens avantageux au cours de l'exercice de la tactique. Piquez le cœur de l'adversaire. Dans les cas où, au cours de combat, il vous est impossible de pourfendre votre adversaire parce que votre champ d'action est fermé au-dessus et sur les côtés, cherchez à piquer votre adversaire. Placez le dos de votre sabre horizontalement face à lui en faisant un petit mouvement en arrière de votre sabre afin de ne pas dévier et piquer la poitrine de votre adversaire. Ainsi, vous pourrez faire dévier son sabre attaquant. Ce moyen convient bien au cas où vous vous sentez fatigué ou lorsque votre sabre n'est plus très tranchant. Sachez bien discerner cela. Au sujet de Katsu. Les cris Katsu et Totsu sont utilisés dans les cas suivants. Lorsque vous portez un coup à votre adversaire et que vous le dominez, votre adversaire s'apprête à passer à la contre-offensive. Alors, relevez votre sabre depuis le bas en cherchant à le piquer, puis pourfendez-le d'un second coup. Ces 2 mouvements doivent être exécutés à un rythme très rapide. Piquez depuis le bas, Katsu, puis pourfendez, Totsu. Ces rythmes se rencontrent dans tous les échanges de coups. Pour procéder à Katsu et Totsu, élevez la pointe de votre sabre en recherchant à piquer votre adversaire. Et en même temps que vous élevez votre sabre, pourfendez d'un seul coup. En pratiquant bien, examinez bien tout cela.
Interception en claquant. Lorsqu'au cours d'échanges de coups avec votre adversaire, le rythme devient piétinement, claquez tout d'abord le sabre attaquant adverse à l'aide du vôtre, puis portez-lui un coup. Ce claquement n'a pas besoin de se produire avec force et n'a pas la signification d'une interception. Vous adaptant au sabre de votre adversaire qui vous attaque, vous le claquez et aussitôt portez un second coup. Il est important que vous preniez l'initiative, tout d'abord par le claquement, et de la conserver ensuite par ce coup. Si vous devenez habile au rythme du claquement, si fort que soit le coup de votre adversaire, la pointe de votre sabre ne s'inclinera pas quand bien même votre claquement serait petit. Apprenez bien cela, réfléchissez-y bien. Au centre d'une mêlée. Je veux parler ici du cas où vous êtes seul face à plusieurs adversaires. Tirez votre sabre et votre petit sabre et mettez-vous en garde en étendant largement et à l'horizontalement vos sabres de chaque côté de votre corps. Même si vos adversaires vous attaquent sur 4 côtés, cherchez à les pourchasser dans une seule direction. Sachez bien discerner parmi vos adversaires les premiers attaquants de ceux qui suivent et passez à la contre-offensive vivement en commençant par les premiers attaquants. Que votre regard embrasse le tout et saisissez le plan d'attaque de vos adversaires. Portez des coups à la fois de votre sabre droit et de votre sabre gauche. Une fois les coups portés, il est très mauvais de se figer dans l'attente. Immédiatement, retournez à votre position de mise en garde, vos sabres de chaque côté. Pénétrez fort parmi vos assaillants, renversez-les, sans relâche foncez sur les nouveaux et écrasez-les également. Il est important de rechercher par tous les moyens à pourchasser les adversaires en les ayant en file indienne comme des poissons enfilés les uns derrière les autres sur un même fil. Si vous voyez que vos adversaires sont l'un derrière l'autre, portez fort des coups sans répit. Si vous ne vous préoccupez que de pourchasser vos adversaires groupés, ce n'est pas bien. Si vous ne vous préoccupez que de répliquer au fur et à mesure à chaque adversaire qui vous attaque, ce n'est pas bien non plus, car il y a de l'attente. Après avoir trouvé le rythme de vos adversaires, recherchez leurs points faibles afin de pouvoir les abattre et ainsi parvenir à la victoire. Au cours de vos exercices, essayez de rassembler plusieurs personnes pour vous servir d'adversaires et recherchez le meilleur moyen de les pourchasser. Alors, vous deviendrez capable de combattre sans aucune inquiétude, face à un seul unique, aussi bien qu'à 10 ou 20 adversaires. Exercez-vous bien et réfléchissez-y bien. Efficacité des échanges de coups. C'est grâce à des échanges de coups que l'on peut comprendre d'où vient la victoire dans la tactique et le sabre. Il est impossible de le relater en détail. C'est après une étude assidue que l'on peut comprendre d'où vient la victoire. Cette efficacité des échanges de coups est en somme le maniement des sabres qui exprime la vraie voix de la tactique. L'explication ne peut en être que verbale. Un seul coup. On peut être certain de la victoire grâce à ce moyen d'un seul coup. Sans bien étudier la tactique, on ne peut y parvenir. Si on s'exerce bien à ce coup unique, la tactique devient familière et ce moyen deviendra la voie menant à une victoire aisée. Étudiez-le bien. Position de l'esprit pénétrant. L'esprit pénétrant est transmis par la voie véritable de notre école des 2 sabres. Exercez-vous bien, car il est important de bien adapter au corps cette tactique. L'explication ne peut en être verbale. Tout ce que j'ai écrit plus haut était une explication en grandes lignes, en un seul chapitre de l'escrime selon notre école. Pour parvenir à une victoire, dans la tactique du maniement du sabre, il faut passer par les processus suivants. Tout d'abord, bien connaître les 5 mises en garde grâce aux 5 figures. Assouplir le corps entier par la connaissance approfondie des trajectoires du sabre, bien saisir le rythme de la voix sous l'effet d'un jugement correct, perfectionner le maniement du sabre jusqu'à ce qu'il devienne tout naturel, le corps et les jambes doivent évoluer en toute liberté. Ainsi, au fur et à mesure que l'on vainc une personne après l'autre, on parvient à comprendre ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans la tactique. Pratiquez selon chaque paragraphe de ce livre et combattez chacun de vos adversaires. Ainsi, vous comprendrez progressivement les principes ou avantages de la voix. Il faut que tout cela soit toujours présent dans votre tête et il ne faut pas vous hâter. Selon les circonstances, apprenez de temps à autre les vertus de la tactique.
Il faut que vous combattiez contre toutes sortes de gens et ainsi vous pourrez connaître leurs pensées. Sur le chemin le plus long, on avance pas à pas. Réfléchissez-y sans vous hâter. Prenez la pratique de ces règles pour fonction de samouraï. Aujourd'hui, vainquez le moi d'hier. Et demain, vainquez celui qui vous est inférieur. Puis un autre jour, vous vaincrez ceux qui vous sont supérieurs. Agissez comme il est dit dans ce livre et faites attention à ne pas dévier de votre chemin. Lorsque vous avez vaincu un adversaire quelconque, si vous l'avez fait contrairement au principe, ce n'est pas la voie véritable. Si vous avez présent à l'esprit l'efficacité de la tactique, vous aurez l'esprit de vaincre à vous seul plusieurs dizaines de personnes. Ainsi, par l'intelligence dans l'escrime, vous aurez atteint la compréhension de la tactique de masse ou individuelle. Forgez-vous par l'étude de 10 000 jours et polissez-vous par l'étude de 10 000 jours. Il faut bien y réfléchir. Voici la fin du chapitre 3 pour le traité des 5 roues, interprété par les légendes du chat. Je vous retrouve plus tard pour le chapitre 4. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et partager. Cela aidera beaucoup la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao!